Bonjour, je m'appelle Keivan, je suis le directeur de l'association Anima, qui a pour mission de mettre fin à l'élevage en cage des poules pondeuses et plus largement de créer un monde meilleur pour les animaux. On est la branche française d'une association qui s'appelle Anima International, qui est dans 6 pays en Europe. Et cette conférence aujourd'hui, c'est un petit peu une sorte de fourre-tout, je dirais, de conseils que j'aurais aimé connaître. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé à travailler à temps plein pour les animaux chez Anima. Alors, vous verrez, il n'y a pas forcément un fil conducteur avec une idée claire qui irrigue l'ensemble de la présentation. C'est pas mal de choses que je trouve très très utiles, qui sont quand même plutôt cohérentes les unes avec les autres. Et je ne considère pas moi-même que tous les conseils que je donne là, je les applique parfaitement, loin de là. Parfois, je dirais que sur telle ou telle chose, je pense justement que je pourrais vraiment progresser. Voilà, donc c'est aussi un truc un peu que j'explore en même temps que je donne cette conférence, je dirais. Alors, pour commencer, un article que je trouve super utile qui concerne le fait de lancer une organisation qui s'appelle donc Do Things That Don't Scale. C'est dur de traduire ça. Moi, ma traduction, ce serait de dire accepter de faire des choses qui ne passent pas bien à l'échelle, c'est-à-dire des choses que vous ne pouvez pas facilement démultiplier. C'est un article qui a été écrit par Paul Graham, qui est l'ancien fondateur ou l'ancien directeur ou l'actuel directeur, je ne sais pas trop, d'un incubateur de start-up américaine qui s'appelle Y Combinator et qui a notamment lancé par exemple Airbnb, dont je vais parler plus tard, ou Stripe. Voilà, peut-être l'incubateur de start-up américain qui a eu le plus de succès dans le monde. Et donc il a écrit un article qui s'appelle Do Things That Don't Scale et que je trouve vraiment super utile parce que je pense qu'il remet en question certaines intuitions qu'on peut avoir sur ce que c'est de lancer une start-up ou de lancer une association à succès. Et donc la première idée qui remet en cause dans cet article, c'est l'idée que pour lancer un projet avec succès, il y a une espèce de grand lancement, c'est-à-dire vous construisez un produit qui est le meilleur produit du marché, vous le lancez, et comme c'est le meilleur produit du marché, en fait vous allez gagner des parts de marché, et, voilà, vous allez battre vos concurrents. Donc on peut voir notamment cette image de Steve Jobs en train de présenter l'iPhone et de se dire bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que dit Paul Graham dans cet article, c'est qu'en fait non, pas du tout. C'est qu'il suffit absolument pas d'avoir un bon produit pour que ce produit prenne. Alors là, c'est des exemples de start-up, mais ça fonctionne tout à fait aussi avec nos associations. Si par exemple vous vous dites j'ai une super idée de campagne, je vais faire telle chose pour aider les poissons, ça va marcher. En fait, il suffit pas que l'idée soit bonne en théorie. Il y a d'autres choses à mettre en œuvre pour que ça marche. Et donc il donne quelques conseils. Il dit par exemple que une bonne chose à faire au départ, c'est de volontairement limiter son ambition et de limiter l'étendue de ce que vous allez viser. Donc je vais donner un exemple concret qui vient du travail d'Anima en France. Déjà en fait en soi le fait pour nous de se concentrer sur la fin de l'élevage en cage, c'est déjà une forme de restriction assez forte, c'est-à-dire il y a des centaines de millions d'animaux qui sont élevés et tués en France chaque année, des milliards même si on prend en compte les insectes et les poissons pêchés. Voilà, donc on pourrait se dire déjà, en fait, en soi, le fait de s'attaquer à une seule espèce animale, sur une seule demande très précise qui est la fin de l'élevage en cage, c'est déjà une grosse restriction. Alors peut-être qu'elle paraît naturelle parce que depuis 15-20 ans, le mouvement animaliste, comme ça, fait des campagnes beaucoup plus délimitées, mais en fait, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 30-40 ans, les militantes animalistes avaient l'idée qu'on pouvait changer la société de façon très large. Alors je pense toujours qu'on peut le faire, mais en tout cas, on a eu quand même cet apprentissage collectif. Je pense que c'est bien de se restreindre davantage que ça parfois. Et si on zoome davantage sur ce qu'on fait en France, donc en gros nous ce qu'on fait c'est qu'on travaille avec les grandes entreprises qui achètent et vendent beaucoup d'œufs pour qu'elles arrêtent de vendre des œufs de poules en cage. Et donc on aurait pu se dire on va, nous Anima, dès qu'on commence, donc on a commencé en octobre 2024, dès le début on va aller cibler toutes les grandes entreprises, les plus grandes entreprises, donc notamment la grande distribution, Carrefour, Leclerc, etc. parce que c'est elles qui vendent le plus d'œufs. Et le choix qu'on a fait, c'est pas ça en fait, on a décidé de commencer par des entreprises un petit peu plus petites.
qui sont notamment les entreprises en fait, qui approvisionnent la restauration collective. Et les raisons pour lesquelles on a fait ça, en fait, c'est que c'est des entreprises qu'on connaissait un petit peu mieux, dont on pensait qu'elles seraient un petit peu plus accessibles, et que c'était plus efficace en fait, de d'abord faire très bien, très bien travailler, ou en tout cas très bien faire une très bonne campagne restreinte à ce sous-secteur-là pour se former, pour apprendre, pour développer notre réseau de sympathisants, pour avoir des premières victoires, ou en tout cas pouvoir montrer à d'autres entreprises ensuite, bah regardez, on a fait ça, on est des acteurs crédibles, plutôt que de directement essayer d'aller parler à Carrefour ou à Leclerc, par exemple. Voilà. Et je pense que c'était une bonne décision de notre part, et je sentais vraiment cette tension en moi au début de me dire non mais moi j'ai envie directement de faire ce qu'il y a de plus efficace, d'aller parler aux plus grosses entreprises, et que c'était coûteux psychologiquement pour moi d'accepter d'être moins ambitieux que ça. Et donc je pense qu'une bonne heuristique en fait, c'est de faire des choses peu ambitieuses mais de façon extrêmement ambitieuse. C'est-à-dire ne cherchez pas tout de suite la campagne la plus ambitieuse possible, la plus efficace. Restreignez-vous un peu, faites des choses qui sont plus faisables. Mais par contre, utilisez des moyens extraordinaires pour accomplir ces objectifs-là. Alors je ne sais pas si Anima est spécialement bon pour accomplir des objectifs extraordinaires, mais voilà. Enfin pardon, pour mettre en œuvre des moyens extraordinaires. En tout cas, on essaye, mais voilà. Un exemple que je peux donner, c'est donc on avait fait un rapport sur ces grossistes alimentaires qui approvisionnent la restauration collective. On a décidé de faire un truc tout simple en fait, mais que j'avais pas vu beaucoup d'assos faire avant, qui a été d'envoyer à la main des lettres en fait aux personnes dans ces entreprises-là pour les remercier d'avoir participé et pour leur rappeler comment figurait leur entreprise dans le rapport. Et le fait de faire ça, qui était une action qui alors c'est peut-être pas extraordinaire, mais qui sortait de l'ordinaire en tout cas, je pense, ça nous a amené de très bons résultats, avec par exemple le PDG de Sodexo en France qui avait parlé de notre carte postale sur LinkedIn et qui avait une très bonne visibilité. Voilà, donc ça c'est sur le côté se restreindre un peu volontairement au départ, qui est un aspect qui me paraît vraiment très important. Et donc les exemples que donne le fondateur, Paul Graham, celui qui a écrit cet article, c'est que des entreprises qui ont eu énormément de succès comme Stripe ou Airbnb, alors Airbnb vous connaissez sûrement, Stripe je connais un peu moins, je pense que c'est un moyen de paiement en ligne, ouais, quelque chose comme ça. Donc on peut se dire voilà, c'est des grosses entreprises qui ont énormément de succès. Alors oui, c'est le cas, mais ce qu'explique Paul Graham, c'est qu'en fait les fondateurs de ces entreprises-là, au début, ils sont allés recruter leurs premiers utilisateurs manuellement et de façon très agressive entre guillemets. Donc il raconte par exemple que les fondateurs de Stripe, en fait, ils allaient parler aux autres incubés chez Y Combinator en leur disant bah voilà, nous on est Stripe, ça c'est notre service, est-ce que ça t'intéresse de le tester? Et quand les personnes répondaient oui, en fait les personnes de chez Stripe allaient installer directement leur solution sur l'ordinateur de ces personnes-là. Airbnb, en fait, ça a commencé apparemment, c'est expliqué dans l'article, les fondateurs de Airbnb sont allés toquer à la porte d'appartements à New York en allant demander aux gens, bah voilà, nous on est Airbnb, on est en train de lancer ça, est-ce que vous voulez participer? Donc en fait, c'est pas du tout des entreprises qui ont juste lancé un super produit qui a directement pris parce qu'il était super. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du... au début, il faut y aller, enfin, il faut affronter la réalité, et c'est laborieux, quoi. Le processus est laborieux au début, et c'est un peu inévitable. Et donc nous, pour nos associations, bah, je pense que c'est pareil en fait. L'idée, c'est que quoi que vous fassiez, au début, vous ne pouvez pas directement lancer un super produit ou une super campagne qui va convaincre 1000 entreprises de passer aux œufs hors cage. Vous ne pouvez pas convaincre 1000 restaurants directement de passer à des options végétales. Au début, voilà, il faut y aller, il faut mettre les mains dans le cambouis et y aller progressivement. Ensuite, un autre conseil qu'il donne dans cet article, c'est de rendre les premiers utilisateurs de votre produit extrêmement heureux. Donc, il donne l'exemple, par exemple, de cette entreprise que je ne connais pas, Wufoo, qui apparemment, pendant extrêmement longtemps, a envoyé des cartes écrites à leurs nouveaux clients pour les remercier d'utiliser leur service. Et donc, pour nous, je pense que c'est pertinent, notamment dans le fait qu'en fait, en tant qu'association, très souvent, pas tout le temps, très souvent, une bonne partie de nos moyens d'action viennent du fait que le public, en tout cas des gens dans la société, décident que ce qu'on fait est bien et que ça mérite d'être soutenu. Donc ça peut être via des dons, via du bénévolat, via des likes sur les réseaux sociaux. Enfin voilà. En tout cas, nous, chez Anima, par exemple, je pense que si on a un impact important dans le futur, ce sera en grande partie parce qu'on aura réussi à faire en sorte que des gens aient envie de nous soutenir.
Et pour ça, je pense qu'il y a, en fait, c'est cette idée d'être vraiment très concentré sur ce que les personnes qui vous soutiennent veulent d'une certaine façon. Les traiter, je pense, presque comme des clients, mais alors des clients que vous avez envie de satisfaire. Et ça peut se faire de beaucoup de façons différentes. Je vais pas donner des exemples très détaillés, mais je vais donner un peu des heuristiques un peu général. Donc par exemple, ça c'est Yacoub, mon collègue Yacoub, qui est le directeur général d'Anima International. Et donc il me disait qu'un des meilleurs trucs qu'on pouvait faire au début d'Anima en France, c'était simplement d'aller faire un tour des villes en France pour se présenter nous-mêmes aux différents militants, militantes français, françaises, pour expliquer ce qu'on fait et voilà, être directement aller parler aux gens pour qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et donc avec cette idée, et il m'a donné ce conseil-là, cette idée d'être vraiment, d'essayer de me rendre compte, et que moi et mes collègues français nous rendions compte d'à quel point c'est incroyable que des gens aient envie de soutenir des associations comme Anima, ou simplement essayer de faire quelque chose pour les animaux. Et il m'expliquait selon lui que une des meilleures choses que peut faire une association pour donner envie aux gens de la soutenir, en fait, c'est simplement d'exprimer de la gratitude envers les gens qui soutiennent les animaux. Et donc je pense que ce serait un peu si on fait un parallèle un peu peut-être pas forcément très intuitif, mais je pense qu'il y a un parallèle valide quand même entre ce que nous, associations, on donne à des gens qui veulent nous soutenir et ce qu'une entreprise à but lucratif vend à ses clients. Je pense que nous, ce qu'on vend finalement, c'est de permettre à des personnes qui ont certaines valeurs de les exprimer, notamment celle d'aider les animaux. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est me transformer moi-même pour être quelqu'un qui ressent davantage de gratitude pour toutes les personnes qui font des gestes petits ou grands pour aider les animaux. Et je pense que c'est super important d'avoir cette disposition-là d'esprit si vous avez envie de créer un mouvement autour de votre travail, en fait, que les gens voient que vous vous intéressez à eux, que vous avez ressenti de la gratitude pour ce qu'ils font et pour leur donner envie de vous suivre. Il se trouve que j'ai pas fait ce tour des villes de France par ailleurs, on l'a pas fait. Voilà, donc ça c'est un exemple de choses qu'on aurait pu mieux faire. Je pense à un mix de timidité, de paresse, enfin voilà, toutes les choses qui freinent notre action. Et un autre conseil qu'il m'avait donné, qui était très contre-intuitif, c'est que si une grand-mère m'appelle demain parce qu'elle trouve chouette ce qu'on fait chez Anima et qu'elle aimerait me rencontrer, il m'a dit oui, rencontre-la, va passer une demi-journée pour discuter avec elle. Et je pense que c'est contre-intuitif parce que notamment notre mouvement est beaucoup irrigué par les idées de l'altruisme efficace. Et il y a cette idée qu'il faut faire que les actions qui sont absolument les plus efficaces. Et c'est dur pour moi d'expliquer pourquoi je pense que ce modèle-là est bon, parce qu'il est assez contre-intuitif. Mais c'est encore cette idée que, en fait, d'une certaine façon, on n'arrive pas à faire les choses plus efficaces en réfléchissant tout le temps de façon très... en tout cas, en essayant d'être trop rationnel quant au fait d'imaginer quelle est l'action qui va avoir le plus d'impact, se dire non, je vais pas aller à tel événement parce que je suis pas sûr de savoir qui je vais rencontrer, est-ce que ça va être vraiment utile ou pas. Et donc ça... Je vais en parler un petit peu après de cette idée-là. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je discutais avec Léo Lester, qui était anciennement chez L214. Je discutais avec lui avant-hier. Et il me disait en fait que quand via le tractage chez L214, en fait, ils ont rencontré plein de gens auxquels qu'ils n'avaient pas prévu de rencontrer, mais qui ont été utiles, qui les ont soutenus par la suite. Et donc en fait, je pense qu'il y a plein de choses comme ça en fait qui se passent, qu'on n'attend pas, mais qui sont en fait très efficaces quand on accepte de se frotter au réel et de faire des choses qui ne scalent pas, c'est-à-dire des choses qui payent pas de mine, mais qui en fait nous permettent d'avoir des opportunités pour avoir des gains inattendus. Et ça a été bien expliqué par une personne qui s'appelle Kate Hall, qui par ailleurs a un pédigré assez drôle, donc je voulais la présenter rapidement. Donc c'est cette partie ici. Donc c'est une dame qui a été donc une ancienne attorney, avocat, je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire, une sorte d'avocate à la Cour suprême des États-Unis, la meilleure joueuse de poker mondiale, une ancienne addict à la drogue.
la fondatrice d'une start-up biotech. Donc biotech, je pense que c'était sur des vaccins, et maintenant la directrice d'une fondation de plusieurs milliards de dollars. Et donc elle est super intéressante, et en fait elle a un blog sur lequel elle écrit sur la notion d'agentivité, qui est un peu dur à définir, mais c'est un espèce de trait c'est un trait. C'est le fait d'être bon, je pense, à saisir les opportunités pour atteindre nos objectifs. Bon, c'est assez dur à définir. Intuitivement, je vois un peu ce que ça veut dire, mais j'ai toujours du mal à définir ça. Et notamment, quelque chose qu'elle explique, c'est qu'une des choses qui l'a le plus aidé, qui lui a le plus permis d'atteindre ses objectifs, c'est ce qu'elle appelle increase your surface area for luck. Donc, ce serait augmenter votre surface de chance. Et elle dit notamment que le fait de rencontrer beaucoup de personnes, mais de façon assez sans forcément que ça réponde à des objectifs précis, ça a été super utile pour elle. Donc elle donne quelques exemples. Elle dit par exemple que si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, de votre carrière, il faut que vous rencontriez au moins une ou deux nouvelles personnes intéressantes chaque jour. Ce qui est énorme en fait. Elle dit qu'il faut être curieux des autres, c'est-à-dire il ne faut pas essayer de rencontrer les gens dans le but qu'ils vous soient utiles, mais d'essayer d'être vraiment sincèrement curieux de ce que font les autres. Donc c'est un peu cette même idée, donner avant de prendre. Elle dit que lancer un blog, même en 2025, ce serait la chose qu'elle conseillerait en premier à une personne qui veut étendre son réseau et essayer de rencontrer des nouvelles personnes de façon inattendue. D'ailleurs, j'ai lancé mon propre blog en début de semaine parce que j'ai relu son article et je me suis dit là, faut vraiment que tu le fasses. Elle dit aussi organiser des soirées par exemple. Je pense qu'il y a Romain qui est dans le public de Mieux Donner, je pense qu'il est très bon, j'ai l'impression que tu es très bon pour ce genre de choses, donc si vous voulez avoir de l'inspiration, peut-être allez lui parler après la conférence. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ok. Alors là, je passe du coq à l'âne. Comme je vous l'ai dit, c'était pas forcément des idées qui sont toutes avec un seul fil conducteur. Il y a une autre idée qui me paraît très importante et qui est aussi contre-intuitive. Et qui vient d'un article de blog écrit par Holden Karnofsky, qui est le cofondateur de GiveWell et de Open Philanthropy, qui s'appelle maintenant Coefficient Giving. Et ce qu'il explique dans ce blog, Holden Karnofsky, donc c'était au début de GiveWell, qui est donc un évaluateur des associations qui aident le mieux les êtres humains. Il disait qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient le voir. Donc c'est un article qui a été écrit, je pense, en 2013. Qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient le voir en disant Holden, j'ai vu que tu disais ici ou là que vous n'arrivez pas à faire autant de choses que ce que vous voudriez. Est-ce que ça veut dire que vous avez des problèmes, vous n'avez pas assez d'argent pour recruter? Et Holden disait non, on a tout à fait assez d'argent, on a assez d'argent pour recruter. Et les personnes lui disaient ok, tu devrais juste recruter dans ce cas-là pour faire plus de choses. Et dans cet article, en fait, il explique que non, ça ne marche comme ça. Ça ne marche pas comme ça, pardon. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement acheter de la capacité de travail pour augmenter l'impact de nos structures. Et il explique que c'est d'autant plus vrai que le travail que nous, on veut faire dans cette salle, donc, notamment le fait d'aider les animaux, c'est pas quelque chose, en fait, qui... Il n'y a pas un modèle... tout prêt pour ça. Il n'y a pas 5000 personnes en France qui sont formées à aider les animaux efficacement et qui savent comment faire. C'est pas comme si vous lancez par exemple une entreprise je sais pas, qui fait des sites web ou des choses comme ça beaucoup plus communes. Là, ok, il y a des gens qui sont formés à ça, qui savent comment faire. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est complètement nouveau la plupart du temps. Et donc, ce qu'il explique, c'est que notamment à cause de ça, en fait, on peut pas juste espérer trouver une bonne personne, la recruter, lui dire vas-y, fais ça, lance cette campagne pour aider les poulets et espérer que cette personne le fasse bien. Une autre chose qu'il dit qui est contre-intuitive peut-être, c'est que en fait, recruter à court terme, c'est perdre du temps. En fait, recruter des nouvelles personnes, les intégrer à votre association et les former, ça prend énormément de temps. Et le temps que ça va prendre avant que ces personnes vous apportent de la valeur par rapport au temps qu'elles vous coûtent, en fait, ce temps-là est vraiment très très important. Donc évidemment, c'est pas un argument pour nous dire ne recrutez pas, parce qu'en fait, sur le long terme, ça va vous faire gagner du temps si vous le faites bien.
Mais c'est pas du tout une formule magique en fait pour augmenter votre capacité de travail, voilà. Donc moi par exemple ça m'arrive assez souvent de déconseiller à des gens ou à des organisations de prendre des stagiaires par exemple, parce que je pense que ça n'a rien à voir avec la qualité des stagiaires, c'est juste qu'en fait si le ou la stagiaire est là pendant 6 mois dans votre organisation, à moins de lui donner une tâche qui est vraiment très bien délimitée, que vous savez déjà bien comment faire et sur laquelle vous pourrez bien l'évaluer facilement, il y a de fortes chances que cette personne finalement en fait, ait besoin de 4 mois avant de comprendre un peu comment fonctionne votre organisation et ce que vous recherchez. Et pendant 2 mois commence à faire des trucs un peu utiles, mais que sur les 6 mois, le temps que ça vous a pris pour la former en fait, soit pas du tout rentabilisé. Donc je pense qu'il faut être très conscient de cette dynamique-là. Et ce qu'explique Holden Karnofsky dans cet article, en fait, c'est que comme ce qu'on veut faire est nouveau et difficile, la meilleure façon de faire pour recruter quelqu'un, c'est d'abord que, par exemple, le ou la directrice ou le ou la cofondatrice fasse elle-même le travail qui veut être fait. Donc, je sais pas, par exemple, votre association veut se lancer en politique et veut faire en sorte que des députés soutiennent votre travail. Et ne recrutez pas juste quelqu'un pour aller faire ça pour vous. Faites-le d'abord vous-même, au moins un petit peu, pour vous donner une bonne idée d'à quoi ça ressemble, de faire du bon travail là-dessus et de ce que vous attendriez d'une personne qui ferait ça à votre place. Et il dit que c'est important parce que si vous êtes complètement incompétent en fait en plaidoyer politique, eh ben vous allez être aussi complètement incompétent pour évaluer la qualité du travail de la personne que vous allez embaucher. Et donc vous serez aveugle à ses performances et vous pourrez pas l'évaluer, ce qui est très très dangereux. Et donc c'est pour ça qu'il explique qu'on peut pas juste déléguer. Bon, ça c'est un peu une redite par rapport à ce que j'ai dit là, mais que lui, voilà, systématiquement, il va défricher le terrain avant d'embaucher quelqu'un pour ensuite continuer ce qu'il a déjà fait. Ensuite, un autre conseil générique mais très utile que j'ai pu lire et qui est très important et qui pourrait être résumé comme ça, c'est choisissez une bonne cible et cassez tout sur votre chemin pour y arriver. Donc l'idée en fait c'est qu'on peut être tenté quand on lance une structure d'avoir 3 ou 4 grands projets en même temps. On a souvent plein d'idées pour aider les animaux, il y a plein de choses qu'on aimerait tenter, mais moi je pense que c'est souvent une erreur pour plusieurs raisons. Donc la première chose en fait c'est que ce qu'on essaie de faire est extrêmement compliqué, comme vous l'avez peut-être remarqué. Aider les animaux et changer la société pour les animaux, ça n'est pas facile. Ça fait plusieurs dizaines d'années que des gens essayent. Il y a des choses qui bougent, mais ça bouge très lentement. Et donc on peut pas, je pense que notre a priori devrait être que la plupart de nos projets vont pas très bien marcher. Parce que manifestement c'est très compliqué et que l'historique de notre mouvement c'est plutôt de rater que de réussir. Ce qui est pas étonnant, ce qui n'est pas forcément un problème, mais en tout cas il faut en avoir conscience. Ce qu'on essaie de faire est extrêmement compliqué. Et quelque chose qui est très important et dont j'avais parlé un petit peu hier, c'est l'importance d'avoir des boucles de feedback, on peut aussi appeler ça itération, faire de l'essai-erreur. En fait, si vous avez 5 projets en même temps sur lesquels vous passez parfois de l'un à l'autre sans vous concentrer beaucoup sur un seul, ça va être très compliqué pour vous en fait de vraiment vous frotter suffisamment à la réalité pour voir ce qui marche ou pas. Donc vous allez risquer par exemple, je sais pas, le projet 1 est en train de moins bien marcher, donc vous passez au projet 2 qui paraît plus prometteur et vous risquez comme ça en fait de papillonner d'un projet à l'autre sans jamais vraiment apprendre de vos erreurs. Or, je pense que, et c'est en lien avec le fait que ce qu'on essaie de faire est très compliqué, pour qu'on espère que ce qu'on fait marche, il faut vraiment, je pense, c'est cette image de fracasser un mur pour atteindre nos objectifs, il faut vraiment essayer très 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 dur souvent jusqu'à peut-être espérer que ce qu'on fait marche. Et en itérant comme ça, en essayant par exemple, je sais pas, si une entreprise ne s'engage pas sur les œufs hors cage, eh ben on peut pas essayer de faire une grande campagne de communication publique pour voir si ça la fait bouger. Bon, si ça la fait pas bouger, on essaye autre chose. Mais si on n'a pas essayé à fond d'atteindre notre objectif, on n'aura pas suffisamment testé, on n'aura pas suffisamment trempé nos pieds dans l'eau du réel, voilà, c'est une belle métaphore, pour espérer apprendre quelque chose d'utile. Et donc un peu en lien avec tout ça, je pense que le gros risque aussi à avoir plusieurs projets, c'est qu'on peut se mentir à soi-même. C'est-à-dire se dire, bon ok, là je passe à un autre projet, et ne pas se rendre compte qu'en fait on fait ça parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de se rendre compte qu'en fait on ne va pas arriver à faire ce qu'on avait essayé.
Or, je pense que c'est pas grave de rater. C'est pas grave d'avoir une idée et de se rendre compte qu'elle ne marche pas. Ce qui est important, par contre, c'est d'avoir fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de faire en sorte qu'elle marche. Et bon, si elle marche pas, c'est comme ça, on fait autre chose. Alors, une chose que je ne dis pas, c'est qu'il ne faut pas explorer. Je ne dis pas, si vous lancez votre organisation, mettez-vous à 100% directement dans une seule idée, sans regarder ce qu'il y a ailleurs. Je pense que c'est bien aussi au début d'un petit peu tester différentes choses quand même, voir un peu ce qui marche ou pas. Par contre, je pense qu'une grosse erreur, ce serait de lancer une organisation et de directement se dire « Ok, je lance à fond le projet 1, le projet 2, le projet 3, je les rends publics, je dis voilà, mon association travaille là-dessus. » Donc, c'est un équilibre subtil à trouver, je pense, entre l'exploration, pour quand même avoir une idée a priori de ce qui peut marcher ou pas, et l'exploitation, ou en tout cas le fait d'essayer à fond. Et donc, par exemple, des conseils que j'ai lus, il y a cette idée qui ressort que imaginez à l'avance une énorme asso qui ferait 5 ou 6 projets différents avec tel département, tel département. En fait, c'est pas une bonne façon de concevoir son projet. Le mieux, c'est d'abord de trouver une chose qui marche, ce qui est rare et difficile à trouver une chose qui marche, et ensuite bâtir autour de ça une structure, peut-être essayer d'autres choses ensuite. Mais donc, Paul Graham, par exemple, dont je parlais au début, il donne l'exemple de Facebook. Maintenant, Facebook fait 1 milliard de choses différentes, je pense. Enfin, je fais plein de choses que Facebook fait, dont j'ai pas la moindre idée. Je pense comme le métaverse, par exemple, qui était un grand succès. Mais en tout cas, au début, Facebook, en fait, c'était juste donc 2 ou 3 cofondateurs sur le campus d'université aux États-Unis qui essayaient de faire en sorte que des étudiants dans cette université utilisent leur réseau social. C'est pas du tout dès le début un projet gigantesque avec plein de départements sur l'intelligence artificielle, sur le métavers, sur je sais pas quoi. Et donc, il y a cette idée importante, je pense, qui est que si vous vous concentrez de façon un peu maniaque sur une seule chose, et je pense que c'est souvent une bonne chose à faire, vous allez forcément devoir laisser des choses de côté et avoir des espèces de... Alors, j'ai mis une image de feu de poubelle, enfin voilà, des choses qui se passent qui sont pas forcément désirables, je sais pas, comme par exemple... vous répondez pas rapidement aux messages que vous recevez sur les réseaux sociaux, ou là vous faites une erreur de communication et vous avez un petit shitstorm sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a cette idée qui est importante que c'est mieux de se concentrer sur un gros truc à la fois pour bien le faire que d'essayer en fait de finalement de ne pas faire d'erreur. Voilà, c'est peut-être la meilleure façon de le dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Je pense que, du coup, ça me fait penser à ça, qui est que... Hop là. Ces conseils-là, je pense, c'est des conseils que je voudrais donner à des gens qui sont déjà bons dans le fait simplement d'avoir les basiques de productivité et d'organisation nécessaires pour réussir un projet. Parce que je ne veux pas non plus donner l'impression que toute association qui a l'air de faire plein de conneries est forcément en train de faire les choses comme il faut. Je pense que c'est des conseils peut-être pour les gens qui sont un peu trop sages ou les gens qui ont un peu trop peur de faire des erreurs ou de prendre des risques, qui se disent ah bah je veux d'abord super bien... je sais pas, je veux d'abord vraiment bétonner tel process en interne avant de me lancer dans tel projet qui certes est important, mais je veux d'abord faire bien telle ou telle chose. En fait, bien souvent, comme nos moyens sont très limités, si on veut faire les choses les plus importantes, les plus impactantes, on va forcément devoir laisser des choses de côté. Peut-être que votre processus interne, je sais pas, de supervision de vos collègues est nul, et peut-être que c'est OK. Peut-être que les 3 prochaines semaines, vous ne devriez pas les passer sur le fait d'améliorer ça, mais sur le fait de gagner votre campagne en cours contre telle ou telle entreprise. Donc, par exemple, moi, à titre personnel, donc, si je prends mon travail depuis 6 mois, en gros, j'ai l'impression que j'ai fait que 3 choses. Et qu'à chaque fois, j'ai été énormément concentré sur cette chose-là. Donc, en gros, même si je remonte, en gros entre novembre et février, j'ai l'impression que j'ai travaillé que sur cette enquête qu'on a faite en supermarché, ici là, qui m'a pris en gros tout mon temps. Et ensuite il y avait la médiatisation, et je pense que pendant ce temps-là, en gros, je sais pas, sur 8 heures de travail par jour, à mon avis, il y avait au moins 6 ou 7 heures là-dessus, et le reste c'était un peu, bon, je gérais et j'étais en retard sur pas mal de choses.
Ensuite, donc, dès que ça s'était fini, on s'est mis à préparer notre prochain rapport sur la transition vers des œufs hors cage en restauration hors domicile. Et c'est pareil, j'ai eu l'impression d'avoir passé 3 mois de suite à appeler des grossistes alimentaires qui ne me répondaient pas pour qu'ils me donnent leurs chiffres et qui publient des feuilles de route pour mettre fin aux œufs de poules en cage. Et en gros, j'avais le temps quasiment pour rien. Et à peu près dès que ça a été fini, la prochaine grosse priorité, ça a été pour nous de recruter. Et pareil, ça prend énormément de temps. Et en gros, pour faire ça bien, moi et mes collègues, en fait, on n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose d'autre. Et donc, si on regarde par exemple, donc ça c'est notre espace Slack, donc c'est notre espace de messagerie interne. Donc voilà, j'ai 111 messages non lus. 15 messages personnels non lus, mes collègues qui me demandent si j'ai fait telle ou telle chose. Et moi, j'accepte de pas... J'accepte de ne pas répondre à mes collègues. Au pire, si vraiment c'est hyper important, ils me relanceront, ils m'appelleront. Enfin, voilà, je leur fais confiance pour ça. Mais je me dis pas, avant de m'assurer que tel grossiste a publié une feuille de route, ce qui est hyper important pour moi, je vais d'abord répondre aux 50 messages que j'ai en retard sur Slack, parce que je pense pas que c'est ça qui va le mieux aider les animaux. C'est pas de m'assurer d'avoir répondu à ces 50 messages-là. Je précise quand même qu'on a une culture en interne chez Anima International où si quelque chose est vraiment important, genre si là ma collègue Marine a vraiment besoin que j'ai fait ce truc-là, il faut qu'elle m'appelle. Enfin, c'est son boulot à elle de m'appeler, de me harceler si besoin au téléphone jusqu'à ce que je fasse ce qu'elle veut que je fasse. Donc c'est pas non plus... Enfin, on a aussi une culture où on se fait confiance les uns les autres pour être insistant si on a vraiment besoin de quelque chose de la part de nos collègues. Et pareil, ma boîte mail, ça a été ça fait de 4 ou 5 mois, franchement, que c'est un gros bazar. Alors, c'est aussi parce que je manque d'organisation, hein, je dis pas que... Voilà. Mais donc... J'ai enfin traité mes emails non lus il y a quelques jours, et en gros, je crois que j'avais 900 emails non lus. Ouais, ça fait mal. Hein. Bon, j'essaye quand même, je regarde ma boîte email souvent, et quand il y a des emails vraiment importants, j'y réponds. Genre, si une entreprise importante m'écrit pour me dire faisons un rendez-vous, là, je lui réponds, mais les emails un peu moins importants, j'accepte de ne pas y répondre. Hop là. Je passe encore un peu du coq à l'âne, même si tout ça est lié. Mais voilà, j'ai essayé de penser vraiment aux conseils cruciaux que je voudrais me donner si je repartais 5 ans en arrière. Cette fois-ci, c'est sur des valeurs en interne importantes pour moi à développer dans une organisation. Dont je veux parler brièvement. La transparence d'abord. Je pense que c'est super important d'avoir une transparence importante au sein d'une structure. Et notamment que si vous êtes le ou la cofondatrice, cofondateur, vous fassiez le moins possible, idéalement pas du tout, de rétention d'informations. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui vous aident sur le projet, ou des bénévoles, ou des collègues à temps plein, qu'ils aient en fait accès à l'ensemble de vos raisonnements, à l'ensemble de vos prises de décision, et de façon générale qu'en interne dans votre association, les informations circulent le plus possible. Ça, je pense que c'est super important. Une autre chose super importante, c'est la culture du feedback, c'est-à-dire, encore une fois, si vous êtes le ou la cofondatrice, si vos collègues ont peur de vous faire des retours critiques, je pense que vous êtes vraiment, vraiment dans une mauvaise posture, enfin même un cercle vicieux très dangereux. Parce que vous avez besoin de feedback en fait pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et si votre association n'a pas cette culture-là, je pense que sur le long terme, vous allez avoir pas mal de soucis, je pense. Donc je pense que c'est important que vous ouvriez des espaces le plus possible au sein de votre structure pour que les gens n'aient pas peur de vous faire des retours critiques. Donc moi par exemple, c'est moi chez Anima qui prend pour l'instant la plupart des grosses décisions pour l'association. Mais donc je vous montrais juste avant ce qu'on a fait par exemple sur les supermarchés et sur le recrutement. Ça c'est des choses que j'ai décidé de faire parce que mes collègues, par exemple sur les supermarchés, c'est ma collègue Marine qui est revenue d'une conférence animaliste et qui m'a dit Kevin, je pense que c'est pas normal qu'on n'ait toujours pas commencé à essayer de faire des choses sur les supermarchés. Et c'est vraiment ça qui m'a fait me dire bon ok, je pense qu'elle a raison, il faut que là on commence à s'y intéresser. Sur le recrutement, c'est mon collègue Cyril qui m'en parle un peu en continu depuis 1 an, qui insiste de plus en plus pour me dire je pense que là c'est le bon moment pour recruter pour nous. Voilà. Et j'ai encore 1 milliard d'autres exemples que je pourrais donner. Et enfin, faire preuve d'esprit critique. Je pense aussi que c'est vraiment une valeur super importante à mettre en œuvre dans votre structure, c'est-à-dire d'encourager le fait que les gens se questionnent eux-mêmes et questionnent leurs collègues. Et enfin, je voulais finir en parlant
recrutement et de... c'est quoi de comment est-ce qu'on dit virer de façon polie? Remercier ou licencier, ouais, licenciement. Donc, un conseil que j'ai pu lire et que j'ai trouvé très, très parlant et que je trouve, qui me paraît très vrai, c'est que on peut avoir cette idée que, je sais pas, pareil, si vous voulez recruter une ou un chargé de plaidoyer, il faut que vous essayiez de trouver un super expert qui a l'air hyper compétent, qui porte un costume et qui est très charismatique. Et faut que vous recrutiez une ou un professionnel du plaidoyer. Et donc le conseil que j'ai pu lire, c'est que, alors si la personne est super bonne en plaidoyer, c'est super, mais essayez avant tout en fait de pas trop vous baser sur ce genre de critères, mais dans le document que j'avais lu, c'était recruter des âmes sœurs. Et donc ce que la personne expliquait en fait, c'est que parfois, c'est mieux de recruter quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, vous avez une très bonne connexion intellectuelle, vous pensez que la personne a des bonnes valeurs, elle a l'air honnête, elle a l'air motivée. Peut-être elle n'a aucune expérience, mais c'est pas un souci. Et sur le long terme, cette personne-là va probablement donner de meilleurs résultats qu'une personne qui a qui a le CV qui va bien, qui a l'expérience qui va bien, mais avec laquelle vous sentez qu'il y a un truc qui accroche pas trop. Cette personne, je sais pas si on va si bien s'entendre que ça, bon, mais c'est pas grave, elle a l'air tellement expérimentée, je vais quand même la recruter elle. Non, dans ce document de conseil, la personne recommandait fortement de vraiment prioriser le fait de recruter des gens avec qui vous partagez des valeurs en commun. Et donc nous, c'est pour ça, par exemple, chez Anima, que là, dans notre recrutement, on ne demande pas de CV, on ne demande pas aux gens quelle est leur expérience préliminaire, et on insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas besoin de compétences, en fait, parce que dans la plupart de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pour les animaux, en fait, ce qu'on fait, ça s'apprend. Je veux dire, toutes les personnes qui ont fondé des assos animalistes en France n'ont pas fait aucune n'a fait un master en protection animale ou en campagne animaliste efficace. Et donc je pense qu'il faut avant tout chercher chez les personnes que vous recrutez des dispositions générales à apprendre, à l'esprit critique, à des personnes qui sont motivées par les animaux, et le reste viendra. Bon, c'est pas vrai 100% du temps. Par exemple, si vous avez besoin de conseils juridiques ou de faire un site web, encore que le site web maintenant avec l'IA, bon. Parfois c'est important de recruter des gens qui ont vraiment des compétences spécifiques, mais je pense qu'il ne faut pas mettre trop de poids là-dessus. Et la dernière chose, alors j'ai pas réussi à traduire, si j'aurais pu, renvoyez vos meilleures personnes ou vos meilleurs employés. C'est encore un conseil qui est donné dans ce document-là, où la personne dit en gros, si une organisation, c'est dit exactement comme ça, si ça fait 3 ans qu'une organisation n'a pas renvoyé une de ces personnes très haut dans la hiérarchie, c'est très inquiétant. Et donc je pense que c'est super important d'être capable de se rendre compte que quelqu'un n'est pas en train de faire du bon travail pour les animaux. De le leur dire d'abord pour que ça change. Enfin, parfois la meilleure chose c'est d'aider vos collègues à changer et à progresser. Mais si vous pensez que cette personne au sein de votre structure en fait n'est pas en train de porter votre structure vers le haut, et ben parfois le mieux c'est de la renvoyer, en tout cas d'en discuter avec elle. Bon. Et ce que dit la personne dans ce document-là que je trouve bien aussi, c'est qu'il ne faut pas seulement être indigné par du mauvais travail manifeste. Donc il ne faut pas seulement être indigné si une ou un de vos collègues fait des erreurs, enfin des énormes erreurs, mais il faut aussi être indigné par quelque chose qui est juste médiocre. Encore une fois, ce qu'on essaie de faire est tellement difficile, je pense, et on manque tellement de moyens qu'il faut être vraiment très très exigeant sur ce que les personnes au sein de votre organisation font comme travail. Et parfois, être juste bon, c'est pas assez. Et donc moi, ce que je me dis souvent, par exemple, c'est que j'espère, je ne sais pas si ça varie, mais moi j'espère que dans les 10 ans qui viennent, je vais trouver quelqu'un qui est meilleur que moi pour diriger Anima, par exemple. Je pense que les animaux ont besoin d'un d'un niveau d'excellence qui est supérieur à ce que moi je peux fournir. Et donc c'est marqué dans notre processus de recrutement aussi, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste, qu'on veut recruter des gens qui sont meilleurs que nous. Ce qui n'est pas facile, je pense, mais c'est l'objectif qu'il faut viser. Et bien c'est fini. Merci beaucoup. Merci Keivan pour cette présentation. Le micro marche? Ouais. Je vais prendre quelques questions. Merci Keivan pour la présentation. Je dirais d'abord que la plupart des personnes doivent jeter à la poubelle la moitié des conseils de Keivan. Et je vais m'expliquer. En fait, surtout si vos conseils, vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'il dit, typiquement les choses
ne cherchez pas trop à mettre à l'échelle, ne cherchez pas trop l'efficacité, recrutez vos âmes sœurs. Si vous dites « Ah, ça c'est trop bien, c'est ce que je fais », n'écoutez pas ces conseils. Ces conseils s'appliquent à des personnes entrepreneuriales, des personnes qui sont très ambitieuses et qui peuvent avoir un biais à trop faire certaines choses. Par contre, pour la plupart des assos animalistes, c'est le contraire. Juste pour illustrer un petit peu les exemples, par exemple sur la mise à l'échelle, admettons, il y a quelqu'un qui est extrêmement ambitieux, extrêmement tourné sur l'efficacité, qui a découvert une intervention qui, en faisant des présentations dans les écoles, ça a des effets à très long terme sur des valeurs antispécistes et de consommation de viande et de manière de voter des lois sur des années. Bon, spoiler, ce type d'intervention n'existe pas encore. Mais quelqu'un découvre ça et dit « je veux appliquer ça en France » et se dit « tiens, je vais échanger avec le ministère pour le faire appliquer à l'échelle de la France ». C'est là que ces conseils s'appliquent parce que ces personnes doivent d'abord aller faire des présentations dans une école, dans 2 écoles, dans 3 écoles, des choses qui ne peuvent pas être mises à l'échelle. Je pense que la plupart des associations ont plutôt un biais de faire des choses qui ne se mettent pas à l'échelle. Pareil sur les principes d'efficacité, c'est quelqu'un qui est trop dans une logique de maximisation presque naïve et qui se dit « pourquoi j'irai parler à cette grand-mère, c'est pas la chose la plus coûteuse efficace de mon temps ». C'est ces personnes-là pour lesquelles ces conseils s'appliquent. Encore une fois, ce n'est pas la majorité des personnes ici. Recrutez votre âme sœur. Là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui, parmi 2 candidats qui ont été très bien notés dans un ensemble de processus, on a quelqu'un qui est plutôt différent de nous, quelqu'un qui nous ressemble plutôt, mais quand on est une plus petite équipe, le conseil, c'est plutôt de prendre quelqu'un qui nous ressemble, parmi tous les autres critères très stricts sur le recrutement. Donc voilà, ces conseils sont un peu appliqués en fonction de où est-ce que vous en êtes dans le process. Et donc, en fait, la plupart des conseils où vous êtes en désaccord ou qui vous dérangent, c'est ceux-là qui vous appliquent le plus. Typiquement, il y a beaucoup de personnes qui vont être dérangées pour virer des personnes qui sont nos amis et qui font plutôt du bon travail. Mais en fait, ce n'est pas du travail exceptionnel et qu'on peut aider davantage d'individus en faisant autre chose. Mais c'est désagréable, mais du coup, il faut considérer ces conseils-là. Ouais, merci beaucoup. Je pense que c'est très bien que tu aies fait ce rappel. Et je suis tout à fait d'accord. Dans le document là, que je cite, il dit, la personne qui écrit ce document dit en gros qu'il y a une espèce de courbe. En gros, il y a les organisations qui font vraiment beaucoup d'erreurs et pas du très bon travail, qui sont ici. Ensuite, les meilleures organisations font un travail plus net, recherchent plus l'efficacité, et donc elles sont là. Et en fait, pour encore passer l'étape suivante d'efficacité, il faut réaccepter un petit peu parfois d'être bordélique et d'appliquer des conseils qui sont un peu moins attendus et qu'on se remet à faire des choses que les organisations moins efficaces font. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Romain. Oui, on m'entend ? Ouais, merci Kaivan, je trouve ça. Enfin, j'aime toujours bien quand Anima présente sa culture parce que c'est un peu l'opposé de ce que pas mal de gens et d'assos font, et donc je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui tirent un peu dans cette direction-là. Et je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Romain, donc je trouve que c'était cool la combinaison de vos interventions. Moi, je voulais juste réagir par rapport à 2 trucs que tu as dit qui me semblent pas forcément opposés, mais difficiles à concilier. D'abord, le côté va parler à la grand-mère, c'est pas la chose la plus efficace que tu peux faire, peut-être selon tes estimations, mais genre ça augmente ta surface de chance. Et puis après, genre tu réponds pas à 900 mails et à 100 messages sur Slack, alors que ça aussi, ça peut avoir des externalités super positives. Genre juste, ça se trouve, t'as loupé une occasion de ouf et t'as répondu trop tard, ou juste t'es pas au courant de ce qui se passe dans ta structure. Enfin, je trouvais que les 2 étaient un peu contradictoires. Genre peut-être que juste répondre à tes mails et à tes messages sur Slack, ça augmente aussi ta surface de chance, et c'est peut-être pas le truc le plus efficace actuellement. Mais ouais, du coup, je sais pas trop comment t'identifies peut-être les actions qui rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. Bah en fait, je pense que c'est très dur de donner une seule vision cohérente qui répondrait à tout ce genre de... Parce que c'est effectivement une contradiction apparente. Donc, j'essaie le plus de partager des intuitions, des choses que je pense avoir comprises ou apprises. Mais j'ai pas... c'est très dur de dire, bah oui, il suffit de faire comme ça, voici tel algorithme pour avoir du succès. Je pense que c'est une question de disposition d'esprit aussi. Je pense qu'il faut avoir une disposition d'esprit qui, avec toutes les nuances que vient d'apporter Romain, avec lesquelles je suis complètement d'accord, il faut être capable de savoir quand ne pas être trop en recherche pure d'efficacité. Mais identifier ces choses-là, c'est dur pour moi de répondre à cette question en fait.
Je pense que c'est un truc d'expérimentation personnelle, d'essayer d'apprendre, de grandir personnellement et de voir ce qui semble marcher ou pas, quelles sont les dispositions d'esprit qui semblent donner les meilleurs résultats. Ouais. Madeleine a tout dit. Oui, certains conseils me paraissent un peu extrêmes et je me demande si c'est pas parce que la personne qui donne ces conseils est dans une organisation assez grosse en fait. Parce que typiquement, l'idée de c'est quand même très inquiétant si tous les 3 ans, il n'y a pas au moins une personne du top management qui est renouvelée. Alors, dans une organisation à 1 ou 2 personnes, ça fait combien de temps que tu fais les estivales, Mathaï? C'est... En termes de... Parce qu'il y a aussi un enjeu de stabilité et puis de pouvoir, quoi. Trouver d'autres personnes qui feraient bien le boulot. Enfin, des questions de... Ouais, parce que quand on dit recruter des âmes sœurs, c'est quand même très difficile, quoi. Et trouver des personnes qui sont alignées, qui partagent la vision. Bref. Donc ça... et puis il y avait un autre truc, oui, voilà, sur le truc de ne pas répondre aux messages. Pareil, entre ne pas répondre du tout ou alors répondre de façon beaucoup plus expéditive qu'en temps moins chargé, ou au moins prévenir qu'on n'est pas très disponible en ce moment mais qu'on répondra plus tard. Tu vois, il y a à chaque fois il y a des alternatives peut-être un petit peu moins extrêmes qui sont possibles et je suis un peu étonné que le conseil par défaut pousse dans le sens de par exemple, ne pas répondre du tout, non, licencier tous les 3 ans. Voilà. Non, c'est pas ce que j'ai dit, j'essaye de donner des intuitions, quoi, mais c'est ce que je disais à Madeleine, quoi. De toute façon, c'est impossible de donner des conseils qui s'appliquent à tout le monde dans toutes les situations. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Je pense s'il y a 2 personnes dans l'assaut, il n'y a pas forcément de raison qu'il faille forcément en virer une au bout de 3 ans. Il y avait une question par ici, je crois. Oui, voilà. Ça fait suite à ce qui vient d'être dit. Tu as bien cité les valeurs d'Anima, merci pour le rappel. Du coup, c'est transparence, esprit critique et feedback. Il y en a 29, je crois, actuellement. Donc Du coup, retenons... Mais je pense que c'est trois qui sont très importantes. Ouais. Ok. Et du coup, si on retient ces 3, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu surprenant que par ailleurs, désolé, je rebondis là-dessus encore, mais le fait que tu répondes pas aux mails forcément ou que tu répondes pas au Slack, je me demande si ça freine pas, voire si ça empêche pas les personnes d'appliquer concrètement ces valeurs, parce que par exemple, si on te fait un feedback et qu'en fait tu le lis que 3 semaines plus tard et que du coup tu réponds que 3 mois plus tard, je suis pas sûre que la personne elle va avoir envie d'en faire un autre. Alors peut-être que ta réponse, ça va être oui, mais je connais très bien mon équipe et je sais qu'ils ne sont pas susceptibles là-dessus. Mais si tu as une autre réponse à faire, je suis curieuse de savoir. La façon dont la culture qu'on veut mettre en œuvre, c'est que si toi tu m'as fait un feedback et tu penses qu'il est important, il faut vraiment que j'en prenne connaissance et tu me dis, Kevin, je trouve que t'es impoli dans nos interactions avec les gens des entreprises. T'es trop impoli et ça nuit à notre travail. Et tu te dis, donc tu m'as envoyé ce feedback-là, je t'ai pas répondu, ça fait 3 semaines. Et tu te dis, mais c'est vraiment important, je veux m'assurer qu'il ait lu ça et qu'il se remette en question. En fait, c'est aussi à toi de t'assurer que j'ai lu ça et que je vais me remettre en question. Donc c'est un peu notre responsabilité partagée, je dirais. Mais en fait, je pense que si la sécurité psychologique est suffisamment bonne, genre si tu es avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie et que ça fait 2 semaines qu'il t'a pas répondu, si tu lui fais suffisamment confiance, idéalement ça fait pas que tu as peur de lui réécrire ou que tu te dis qu'il s'en fout de ce que tu dis. Si tu as un truc à lui dire qui est vraiment important, en fait tu peux l'appeler. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaye de fonctionner, de se faire suffisamment confiance les uns les autres et pour ne pas mal prendre telle ou telle chose, ou en tout cas si on l'a mal pris, on se fait confiance pour le dire, de façon à ce que là sur l'exemple du feedback, peut-être que c'est une erreur effectivement que je te réponde pas parce que c'est manifestement quelque chose qui est important et j'aurais dû y répondre plus tôt, mais du coup t'as aussi toi le pouvoir entre guillemets la possibilité d'insister pour que j'en prenne connaissance, et je pense que ça change beaucoup de choses. Ok, du coup c'est ce que je disais, tu pars du principe que tes équipes ne sont pas susceptibles et qu'elles ont suffisamment confiance pour savoir que c'est pas personnel ou autre.
Ouais, du coup, c'est ça. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut développer activement. Donc, par exemple, si on s'encourage aussi à se donner des retours. Genre, si je sais que ma collègue Marine pense que mon collègue Cyril a fait telle ou telle erreur, je vais dire à Marine, est-ce que tu lui as dit c'est un processus constant aussi, quoi. Donc, notamment, les personnes qu'on va recruter là, on va pas du tout partir du principe qu'elles vont être suffisamment en confiance pour faire des retours critiques. C'est vraiment quelque chose d'actif, de leur faire comprendre qu'elles ont cette possibilité-là, qu'elles ne seront pas, qu'elles vont pas se faire taper sur les doigts si elles critiquent leurs collègues, de façon bienveillante bien sûr. Donc c'est aussi un truc constant, quoi. Et à la fois je pars du principe que mes collègues le font, mais c'est parce que j'ai de bonnes raisons de penser qu'effectivement ils vont le faire, qu'ils sont pas susceptibles. Mais c'est aussi un truc qu'on met en œuvre en continu. On peut en parler plus après, c'est des questions compliquées, c'est un peu dur de donner une réponse là comme ça, de façon courte. Merci Kevin pour ton exposé. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Quand j'entends cet ensemble de conseils, je reste un peu dubitatif par rapport au fait d'avoir une certaine forme d'uniformisation de la pensée. Ça me fait penser un peu à un processus d'intelligence artificielle où on broierait l'ensemble des données disponibles et on en sortirait une espèce de canevas qui serait applicable pour tous et toutes. Je me demande quand même si le fait, la culture d'entreprise, d'une association, de développer son expérience personnelle, son point de vue personnel, ce qui peut marcher pour elle et qui ne marcherait pas forcément pour des autres, n'est pas une expérience intimement personnelle de travail sur le terrain, en manière telle que finalement c'est très très bien d'écouter ce genre de conseils qui proviennent en fait d'une certaine forme d'uniformisation de la pensée, mais qu'il faut quand même laisser la place à l'initiative personnelle, au feeling personnel et finalement à une espèce d'absence de gouvernail. Ça, je ne sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça. C'est plutôt une remarque, une question. Et la deuxième remarque que j'ai à faire, remarque-question à nouveau, c'est par rapport au recrutement de profils très compétents versus âmes sœurs. Comme Mataï l'a dit, trouver des âmes sœurs, c'est quand même pas non plus évident, surtout dans notre domaine. Je me demande si finalement penser à se tourner vers des profils extrêmement compétents qui peuvent devenir des âmes sœurs, simplement parce que en travaillant d'une association qui a une espèce de culture d'entreprise où on développe un esprit commun, un respect du travail des uns et des autres, on ne peut pas construire quelque chose aussi dans la différence. Et les deux remarques se rejoignent, uniformisation, différence. Je ne sais pas si finalement l'uniformisation de la pensée, c'est un bon gouvernail pour une entreprise. Je me demande s'il ne faut pas laisser de la place à la différence, justement. Voilà, c'est un peu complexe et philosophique peut-être, mais voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si. Non, mais je suis complètement d'accord. Moi, mon but était vraiment pas de donner... En fait, je donne une présentation sur des choses qui me semblent utiles, donc je l'ai dit avec aplomb, je trouve ça intéressant, je le partage, mais le réel est extrêmement complexe. Et je pense en une heure de présentation, on peut seulement espérer avoir un tout petit bout une petite pièce du puzzle. Et je pense que des associations avec des structures et des cultures très différentes ont eu beaucoup de succès. Donc, ouais, je pense que je ne suis pas du tout spécialement confiant quant au fait que ce que je dis là est la bonne façon de faire. Et sur le recrutement, disons d'expérience et de ce que j'ai pu parler avec d'autres gens aussi qui ont l'expérience sur le sujet, je crois assez fort quant au fait que le mieux c'est d'abord de rechercher certaines valeurs et des qualités chez les gens avant les compétences. Mais on peut ne pas être d'accord. Je veux ajouter une nouvelle fois un petit avertissement. En fait, pour la plupart des associations, il faut s'approcher de ces principes-là. Et si on les applique à certains extrêmes, ça ne marche plus, c'est la courbe là. Mais l'extrême majorité des assos, et même parmi les assos relativement efficaces animalistes, sont encore trop éloignés. Et je pense que si elles se rapprochent de ces principes-là, auront davantage d'efficacité. Par contre, au bout d'un certain extrême, c'est sûr que ça ne marche plus et certains avantages comparatifs individuels peuvent exister. Mais je pense qu'Anima est un exemple extraordinaire d'association à très fort impact. Et c'est parce qu'elles appliquent ces principes là et qu'elles essaient de les appliquer à très haut standard. Et donc je pense que pour l'immense majorité des cas, en effet, c'est plus tendre vers ça que vouloir s'en éloigner.
Ouais, j'avais une question, je voulais revenir par exemple lorsque tu parlais de licencier quelqu'un parce qu'on pourrait recruter quelqu'un de meilleur ailleurs, donc ce serait une bonne chose de licencier. Je sais que c'est quelque chose qui existe par exemple chez les banques américaines, ça se faisait beaucoup avant. C'était dans les objectifs des RH en fin d'année, il faut licencier X% de la masse salariale, non pas pour diminuer les coûts, mais pour créer de la place pour des nouveaux recrutements. Et donc ma question, ce serait de dire, est-ce que ta présentation, c'est un petit peu ça qu'il y a derrière, c'est-à-dire nous ouvrir à des nouvelles techniques de management qui n'existent pas ou très peu dans le monde associatif, mais de s'inspirer un petit peu des grands capitalistes qu'ils ont pu faire, de ce qui a pu marcher, et qui n'est pas de dire, voilà, j'ai trouvé une solution, il faudrait tous qu'on fasse ça, mais regarder tout ce qui existe en termes de management, et peut-être qu'on peut s'inspirer d'autres choses, et ensuite, enfin, bien sûr, en fonction de nos compétences, tout ça, mais enfin, c'est comme ça que j'ai compris ta présentation. Est-ce que c'est ce que tu voulais nous faire voir Disons, la réponse courte, ce serait oui, je pense que enfin, ça me semble bien correspondre à ce que j'ai en tête. Après, c'est vrai que ça vient beaucoup d'entreprises américaines, de grandes entreprises américaines. C'est pas en soi un truc qui me semble important, mais il se trouve que je pense que ces entreprises-là de par le fait qu'elles sont très motivées par leur objectif, qui est notamment de gagner de l'argent, ont trouvé des solutions qui leur permettent de gagner de l'argent de façon efficace. Et alors moi, c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement, mais je pense que ce qu'on essaie de faire pour les animaux est très compliqué, et donc il faut accepter parfois que ce qu'on fait au sein de nos structures, c'est des choses qui sont pas forcément des choses qu'on... Je pense qu'il y a certaines choses, comme le fait d'être très exigeant sur la performance des gens dans nos assos. Moi, j'ai pas envie que la société, de façon générale, ressemble à ça. J'ai pas envie que les gens puissent se loger, se nourrir et se vêtir, il faut qu'ils soient très performants. J'ai pas envie que notre société ressemble à ça. Par contre, je pense qu'au sein de nos associations, c'est légitime, effectivement, de viser des performances élevées. Et effectivement, je pense qu'il y a des choses à apprendre de ces entreprises-là. Et l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que je pense que c'est important, par exemple pour Anima, j'essaye vraiment dans le processus de recrutement de faire comprendre aux gens de façon claire qu'il y aura un environnement de travail dont j'espère qu'il est vraiment sympa et épanouissant, avec des gens bien, et que ça va faire grandir les gens qui arrivent chez nous et qui vont juste apprécier ça. Mais j'essaye aussi d'être très clair quant au fait qu'effectivement on est exigeant pour aussi que si c'est pas ce dont une personne a envie, qu'elle puisse s'en rendre compte et que ça crée pas de souffrance, quoi. Mais parfois c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des gens auxquels ça plaît pas. Ce que je peux comprendre aussi. Je pense à une question que je voulais peut-être poser à des gens d'Anima depuis longtemps, qui est que même au sein de l'altruisme efficace, vous avez une réputation d'avoir une culture un peu extrême. Donc j'imagine pas ce que c'est pour les assos hors altruisme efficace qui peuvent vous rencontrer et être un peu étonnés. Et je pense que vous acceptez ça pour des raisons d'efficacité, etc. Mais du coup, j'aurais bien aimé entendre peut-être tes réflexions sur le sujet, même en termes de, tu vois, genre risque réputationnel auprès des autres assos, auprès des gens hors association que vous rencontrez, qui pourraient se dire genre waouh, qui sont ces gens un peu chelous. Ouais, quelles sont tes réflexions là-dessus ? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, je pense que je dois souvent faire des erreurs de communication là-dessus. Enfin, je pense que on contrôle pas les messages qu'on adresse au public comme ça. Genre là, cette conférence est enregistrée, donc je sais pas par qui ça va être regardé. Et je pense que parfois, je suis pas assez vigilant à ce genre de choses, qui est que j'essaie d'être le plus transparent possible sur comment on fonctionne et sur comment je pense que ce genre de conseils que je donne aujourd'hui, par exemple. Mais qu'il faut en même temps faire très attention à comment ça peut être reçu. Donc il y a une tension, effectivement, que je pense que... Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a une tension entre le fait d'être très transparent sur ce que je pense être des bons conseils et sur comment ça peut être reçu en termes de communication pour des risques réputationnels, par exemple. Donc je pense que je peux progresser là-dessus, et mes collègues aussi. Ma collègue Kirsty, par exemple, qui est la présidente d'Anima International, disait qu'on parle trop de nos valeurs et qu'on devrait plus parler juste des animaux et de ce qu'on fait pour les animaux. Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je pense à aussi des gros avantages, qui est que je sais par exemple que certaines personnes qui ont des profils spécifiques et notamment qui sont attirées par nos valeurs, je pense nous repèrent de plus en plus comme un espèce d'attracteur, de genre une organisation sexy pour laquelle travailler. Donc c'est aussi ce genre d'avantages-là. Mais c'est aussi des désavantages, je pense en termes réputationnels, où je pense qu'il y a des gens dans le milieu qui doivent
penser qu'on est très dur, par exemple. Et ça, c'est pas super. Donc je pense aussi que il faut qu'on mette plus l'accent sur les aspects positifs aussi de ce qu'on fait chez Anima, juste pourquoi c'est aussi juste sympa, enfin qu'on rigole bien, qu'on a plein de collègues sympas. Et je pense pas assez spontanément à ce genre de choses, or c'est important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, c'est ce qui me vient là. Merci beaucoup, Kevin. J'étais juste curieux. Dans ta présentation, tu parles de Kate Hall qui recommande des trucs du genre rencontrer 1 ou 2 personnes intéressantes par jour, faire un blog, faire des soirées, etc. De l'autre côté, il y a le conseil de laisser plein de choses de côté, laisser sa boîte mail avec 900 mails. De mon expérience, le deuxième, qui est de focus sur un nombre restreint puis de ne pas passer forcément plein de temps à aller faire un blog ou être super social, me semble plus important. Mais j'étais curieux de savoir du coup comment toi, individuellement, tu voyais la conjugaison entre ces 2 conseils qui paraissent un peu opposés. Donc c'est similaire à ce qu'a demandé Madeleine. Et ma réponse est que c'est dur de donner une réponse uniforme. Je pense que ça dépend. Par exemple, je pense que quand Anima s'est lancé en octobre 2024, c'était un très bon moment où accepter de faire des choses un peu plus aléatoires, disons. Même là, maintenant, donc on recrute 1 ou 1 chargé de communication. Et notamment, je pense que on a mis cet intitulé-là parce que je pense qu'il faut encore qu'on soit bien meilleur dans le fait d'ouvrir nos horizons et de parler à plein de gens différents, plein de militants, militantes, des journalistes, des gens de l'industrie, des politiques. Et je pense, moi, je suis un peu frustré par moi-même déjà je suis un peu frustré par moi-même parfois de me dire que je passe trop de temps derrière mon ordi dans mon bureau et que je devrais être plus, notamment à Paris. J'ai la chance d'habiter à Paris où il y a plein de gens intéressants et qui peuvent nous être utiles et qu'il faut que je sorte beaucoup plus. Et c'est vrai qu'il y a une tension parce qu'en même temps, j'ai aussi d'autres tâches très importantes à faire qui me demandent d'être derrière mon bureau. Je sais pas exactement comment résoudre cette tension. Peut-être qu'il faut que je travaille plus, en journée, je sois derrière mon ordi et je passe toutes mes soirées à rencontrer des gens. Mais je suis sérieux, je pense qu'idéalement, c'est ce que je ferais et j'aimerais être mieux organisé pour pouvoir faire ça. J'ai une amie, par exemple, je vais pas la citer parce que je sais pas si elle aimerait ça, mais qui en ce moment réseaute énormément. Et je suis hyper impressionné par ce qu'elle fait, à quel point elle arrive à rencontrer plein de gens différents, à élargir, à ne pas rencontrer que des animalistes. Et je vois à quel point ça lui apporte des choses super utiles. Et donc, je trouve ça très inspirant. J'ai l'impression que ça répond pas trop à ta question, mais j'ai du mal à... C'est très dur de dire là il faut faire ça, là il faut faire ça. C'est des intuitions comme ça que j'essaye de partager. Mais moi j'ai l'impression que c'est plus utile que j'aille à une soirée un peu aléatoire plutôt que de répondre à mes mails. Ça me paraît... Si je devais... Enfin, la plupart des mails que je reçois sont pas forcément super... urgents ou... Bon. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très très bonne réponse. Ouais. Je ne crée pas de forte frustration si on arrête maintenant. Eh ben, merci beaucoup, Keivan, encore une fois.